Alors, imaginez une ampoule, mais pas n'importe laquelle. Une ampoule quantique. D'accord. Au lieu d'être juste allumée ou éteinte, elle est dans une sorte de brouillard. Elle est à la fois allumée et éteinte. En même temps. Voilà. Et c'est seulement quand on la regarde qu'elle est forcée de choisir un état. C'est déjà assez étrange comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en 1935, le physicien Erwin Schrödinger appuie cette idée et l'a rendue, disons, bien plus célèbre et bien plus troublante. Il a imaginé un chat enfermé dans une boîte qui serait en théorie simultanément mort et vivant. Le fameux chat de Schrödinger. C'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va, en quelque sorte, ouvrir cette boîte ensemble. Pour voir ce qui se cache dedans. Exactement. On va décortiquer pourquoi il a imaginé ce scénario un peu macabre, ce que ça révèle sur le monde quantique, et surtout, comment cette vieille énigme est en train de façonner les technologies de demain. Parce que ce n'est pas juste une curiosité, c'est ça? Pas du tout. Ça touche au cœur d'un des plus grands mystères de la science, le problème de la mesure. Pour cette analyse, on s'est appuyé sur pas mal de sources, l'article Wikipédia, très complet, des extraits d'un cours universitaire sur la mécanique quantique et aussi des articles de vulgarisation plus récents. Parfait. Alors, plantons le décor. On imagine une boîte complètement scellée. Opaque, impossible de voir à travers. Dedans, il y a un chat. Et à côté de lui, ce fameux dispositif que Schrödinger qualifiait lui-même de diabolique. Le cœur du système, c'est un seul atome radioactif. Un seul. La physique nous dit qu'il a une certaine probabilité de se désintégrer. 50-50, c'est ça. Voilà, pour l'expérience, on choisit un atome tel qu'au bout d'une heure, il y a une chance sur deux qu'il se soit désintégré et une chance sur deux qu'il soit resté intact. Comme un lancer de pièces. Sauf que là, la pièce décide de la vie ou de la mort. C'est exactement ça. C'est là que le piège se referme. Si l'atome se désintègre, un compteur Geiger le détecte. Immédiatement. Instantanément. Ça actionne un relais qui libère un petit marteau. Le marteau brise une fiole de poison, de l'acide cyanhydrique par exemple. Et bon, le gaz se répand et le chat meurt. Et si l'atome ne se désintègre pas? Rien ne se passe. Le chat reste en vie. Donc la question, au bout d'une heure juste avant qu'on ouvre cette boîte, elle est simple. Le chat est-il mort ou vivant? Et la réponse, visiblement, ne l'est pas du tout. C'est là que le paradoxe surgit. Et il faut bien comprendre l'intention de Schrödinger. Son but, c'était pas d'être cruel avec les animaux, hein. Non, c'était une attaque. Oui, une attaque en règle contre l'interprétation dominante de l'époque, l'interprétation de Copenhague. Selon cette vision, tant qu'on ne fait pas de mesure, l'atome n'a pas choisi. Il est ni intact ni désintégré. Il est dans un état de superposition, un mélange des deux à la fois. Ah, donc son but, c'était pas de dire « voilà comment est le monde », mais plutôt « regardez comme votre théorie est absurde si on la pousse jusqu'au bout ». Exactement, c'est une réduction ad absurdum. Il a créé ce mécanisme pour amplifier l'étrangeté quantique, la faire passer du monde microscopique Au nôtre. au monde macroscopique. Voilà. Il relie l'état incertain de l'atome au sort du chat. Et la conclusion logique, si on suit les règles, c'est que si l'atome est dans un état superposé intact plus désintégré, alors le chat doit l'être aussi. Dans un état vivant plus mort. Un chat mi-vivant, mi-mort. Ce qui est une image qui ne veut rien dire pour nous, on n'a jamais vu ça. Et c'était tout le propos de Schrödinger. Sa vraie question n'était pas comment un atome peut-il être dans deux états, mais plutôt pourquoi cette superposition ne survit jamais jusqu'à notre échelle? Où est-ce que ça casse? Où et comment la nature décide? Voilà, c'est ça le problème de la mesure. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment on résout ça? L'acte d'ouvrir la boîte, d'observer, ça semble forcer la réalité à prendre une décision. Mais comment? J'imagine que les réponses ne sont pas simples. Non, et elles ont divisé les physiciens pendant des décennies. La première réponse, qui est aujourd'hui la plus acceptée, c'est la théorie de la décohérence quantique. La décohérence, Oui, des gens comme le prix Nobel Serge Haroche en sont les grands artisans. L'idée, en gros, c'est que la superposition est extraordinairement fragile. elle a besoin d'être complètement isolée pour exister. Exactement. Et un chat dans une boîte, ce n'est pas vraiment isolé. Non, j'imagine bien. Pas du tout. Un objet aussi gros, aussi chaud qu'un chat, il interagit en permanence avec son environnement. Il y a des milliards de molécules d'air qui le heurtent, il émet de la chaleur, des photons, il interagit avec les murs de la boîte. En fait, chacune de ces petites interactions, c'est comme une mini-observation. C'est une excellente image.
L'environnement mesure le système en permanence. L'information sur l'état du chat mort ou vivant fuite quasi instantanément dans l'environnement. Et cette fuite détruit la superposition. Voilà. Selon cette théorie, le chat est donc soit mort, soit vivant, bien avant qu'on ouvre la boîte. La décohérence a déjà forcé le choix. Le paradoxe est résolu parce qu'en fait, il n'a jamais eu le temps d'exister à notre échelle. D'accord, c'est une solution assez pragmatique. Mais j'ai lu qu'il y en avait d'autres, beaucoup plus déroutantes, comme la théorie des univers parallèles. Ça sonne très science-fiction. Ah oui, ça c'est la théorie des mondes multiples d'Hugh Everett. Elle est beaucoup plus radicale. Everett dit « Et si la fonction d'onde, cette description de toutes les possibilités, ne s'effondrait jamais? Si aucun choix n'était jamais fait, comment ça ?» Au moment de la mesure, au lieu que la réalité choisisse une voie, l'univers entier se scinde en plusieurs branches. Attendez, ça veut dire qu'il y aura une branche de l'univers où le chat est mort, et une autre branche complètement séparée où le chat est vivant. C'est ça l'idée. Les deux issues existent, mais dans des réalités parallèles, inaccessibles l'une à l'autre. Il y a un univers avec une observatrice qui ouvre la boîte et qui est triste de voir le chat mort, et un autre univers tout aussi réel avec une autre version de moi qui est soulagée de le trouver vivant. Exactement. C'est une idée difficile à avaler. Ça voudrait dire qu'à chaque instant, une infinité de versions de nous sont créées dans des univers parallèles. C'est... Philosophique, c'est énorme. Est-ce que c'est une idée que les physiciens prennent au sérieux? C'est une excellente question. Et oui, elle est prise très au sérieux par de nombreux physiciens. Pour ses partisans, la théorie est mathématiquement très élégante. Elle dit juste que l'équation de Schrödinger s'applique partout, tout le temps, sans exception. Ce qui est coûteux, c'est pour notre intuition. On a du mal à se l'imaginer. Bien sûr. Mais elle résout le problème de la mesure sans ajouter de nouvelles règles. Mais elle reste évidemment non prouvée. On est presque dans la métaphysique, là. Et il y avait une troisième voie, encore plus étrange, non? L'idée que notre conscience pourrait influencer la matière. Oui, ça a été envisagé notamment par le prix Nobel Eugene Wigner. C'est une interprétation beaucoup plus controversée aujourd'hui. Wigner suggérait que c'est l'observation par un observateur conscient, qui est spécial, qui provoque l'effondrement. Mais ça ne fait que repousser le problème, j'imagine. Ça crée même d'autres paradoxes, comme celui de l'ami de Wigner. L'ami de Wigner. Imaginez que ce n'est pas vous qui ouvrez la boîte, mais un ami. L'ami regarde, il voit le chat. Mais il ne vous dit rien. De votre point de vue à vous qui attendez dehors, tant que l'ami ne vous a pas parlé... L'ami est lui-même dans une superposition? Oui, il est dans un état ami content d'avoir vu un chat vivant, plus ami triste d'avoir vu un chat mort. C'est seulement quand vous lui demandez « alors » que tout le système, ami compris, s'effondre. On voit bien que ça ne tient pas. On ne fait que déplacer le problème. D'accord, on a des théories, de la plus simple à la plus folle, mais tout ça, ça reste de la pensée. On n'a pas fait ça avec un vrai chat, j'espère. A-t-on pu tester ces idées en labo? Absolument. Et c'est là que ça devient de la physique expérimentale. On a créé des chats de Schrödinger analogues. L'expérience de Serge Haroche, en 1996, est fondamentale. Celle qui lui a valu le prix Nobel. Oui. Il a réussi à piéger quelques photons, des particules de lumière, dans une cavité. Et en les faisant interagir avec un atome, il a pu créer des mini-chats, des paquets de lumière qui étaient dans deux états opposés en même temps. Et qu'est-ce que ça lui a appris? C'est une confirmation spectaculaire de la décohérence. Il a pu observer en direct comment la superposition s'évaporait. Il a montré que plus il y avait de photons, donc plus le chat était gros. Plus la superposition disparaissait vite. Exactement. La cohérence quantique s'érode avec la taille et l'interaction, comme la théorie le prédisait. Donc la frontière entre le monde quantique et le nôtre est bien liée à la taille. Mais c'est une frontière nette, un mur. Eh bien, c'est là que ça devient fascinant. De moins en moins. Des expériences très récentes, en 2023, ont complètement brouillé les pistes. Des chercheurs ont réussi à mettre un objet de 16 microgrammes dans un état de superposition. Pardon, je vous arrête. 16 microgrammes? Mais on parle d'un objet composé de milliards et de milliards d'atomes, là. Un truc qu'on pourrait voir à l'œil nu? Un grain de poussière? C'est exactement ça. C'est à la limite de la visibilité humaine. Un objet de notre monde qui obéit à ses règles folles. Il était à deux endroits en même temps. C'est absolument vertigineux. Ça nous montre qu'il n'y a pas de ligne claire. Une bonne analogie, c'est celle de l'arc-en-ciel. Où s'arrête l'orange, où commence le jaune.
il n'y a pas de ligne nette, c'est progressif. Voilà, la transition du quantique au classique, c'est un continuum. Et on repousse sans cesse la limite. D'accord, donc on prouve en labo que cette étrangeté est bien réelle, même pour des objets de plus en plus gros. Mais pourquoi faire tout ça? Est-ce que le fait de maîtriser ce brouillard quantique a des applications concrètes? On peut non seulement en faire quelque chose, mais c'est la base d'une révolution technologique. Maîtriser la superposition et la décohérence, c'est la clé des technologies quantiques. L'ordinateur quantique, par exemple, c'est bien ça l'idée. Utiliser ce 0 et 1 en même temps pour calculer plus vite. C'est l'exemple le plus direct. Un ordinateur classique a des bits, 0 ou 1, c'est binaire. Un ordinateur quantique a des qubits. Grâce à la superposition, un qubit est une combinaison de 0 et de 1, ce qui démultiplie la puissance de calcul. De façon exponentielle. Avec 300 qubits, on peut représenter plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. Ça ouvre la porte à la résolution de problèmes aujourd'hui impossibles. Et il y a un autre concept lié, tout aussi étrange, l'intrication. Oui, l'action fantomatique à distance, comme disait Einstein. C'est le fait de lier deux particules pour qu'elles forment un système unique, peu importe la distance. L'analogie des dés magiques est majeure. Des chercheurs ont réussi à téléporter de l'information quantique entre deux puces en utilisant des câbles de fibre optique standards. Les mêmes que pour notre Internet. Les mêmes. Donc, on parle de communication impossible à pirater. En théorie, oui. Toute tentative d'espionnage briserait l'intrication, détruirait le message et alerterait les correspondants. La sécurité reposerait sur les lois de la physique elle-même. C'est inviolable. C'est fascinant. Si on résume notre parcours, Sam, on est parti d'une expérience de pensée un peu macabre, un chat dans une boîte, conçue pour se moquer d'une théorie. On a ensuite vu comment cette provocation a forcé les physiciens à imaginer des solutions, de la plus pragmatique, comme la décohérence, à la plus folle, comme les univers parallèles. Et pour finir, on découvre que cette étrangeté, loin d'être une absurdité, est non seulement bien réelle, mais qu'elle est en train de devenir le moteur de technologies qui vont redéfinir notre monde. Absolument. Et la pensée finale que ça soulève est peut-être la plus profonde. Le paradoxe du chat nous force à nous demander qu'est-ce que la réalité quand personne ne la regarde? Notre monde classique, avec ses certitudes, ne serait peut-être qu'une illusion? Peut-être juste une perspective limitée qui émerge d'une réalité quantique bien plus vaste et fondamentalement incertaine. Les expériences actuelles ne font pas que tester des théories, elles repoussent la frontière entre le micro et le macro. Alors si un objet presque visible peut être à deux endroits à la fois, quels autres aspects de notre réalité, qu'on tient pour acquis, reposent sur ces règles quantiques cachées, attendant juste d'être découverts?